Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller. À la fin des années 1970, Louis de Funès avait déjà conquis la France entière. Sur l'écran, il était l'incarnation du rire, ce petit homme nerveux dont les colères faisaient trembler les murs et éclater les foules de joie. Mais derrière les projecteurs, derrière les images figées dans la mémoire collective, se cachait un artiste intransigeant, obsédé par le moindre détail, exigeant jusqu'à l'excès. Ses collègues l'admiraient pour son génie comique, tout en redoutant ses colères imprévisibles et sa volonté de contrôler chaque instant du tournage. À 67 ans, alors que sa carrière touchait à son apogée et que sa santé commençait à vaciller, il se confiait dans l'ombre, à demi-mot, sur ces figures du cinéma qu'il ne pouvait pas supporter. Des noms prestigieux, parfois inattendus, parfois prévisibles, mais toujours révélateurs d'un caractère entier. Car comment imaginer que l'homme qui faisait rire la France entière avait, dans le secret des coulisses, nourri des rancunes tenaces? 5 artistes se détachent, 5 visages qui, chacun à leur manière, représentaient un obstacle, une rivalité ou une blessure. Jean Gabin, le monstre sacré, trop imposant pour accepter la fantaisie incontrôlée de De Funès. Bourvil, l'ami adoré à l'écran, mais derrière lequel se cachaient de subtiles tensions. Coluche, le trublion d'une nouvelle génération, qui semblait dynamiter les fondations du comique traditionnel. Claude Zidi, le réalisateur pressé, incapable de céder aux caprices d'une star perfectionniste. Et enfin, Fernandel, le rival de toujours, dont l'ombre planait sur la carrière de Louis, comme un rappel constant de la comparaison. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ces antagonismes oubliés, ces querelles discrètes mais tenaces, qui ont façonné l'image complexe de Louis de Funès. Un roi du rire, certes, mais aussi un homme en lutte permanente avec ses pairs. Numéro 1. Jean Gabin. Quand 2 volcans entrent en éruption sur la même terre, il est rare que la cohabitation soit paisible. Louis de Funès et Jean Gabin appartenaient à cette catégorie d'artistes qu'on qualifiait de monstres sacrés du cinéma français, chacun à sa manière. Gabin, avec sa voix grave et son regard d'acier, imposait la rigueur, la sobriété, la force tranquille. De Funès, lui, surgissait comme un feu follet incontrôlable, une boule de nerfs et d'énergie, multipliant mimiques, improvisation et éclat de voix. 2 univers comiques et dramatiques radicalement opposés, 2 écoles qui, lorsqu'elles se croisèrent, créèrent plus d'étincelles que d'harmonie. Leurs routes se croisèrent à une époque où Gabin régnait encore sur le cinéma dit « sérieux », celui des grands drames sociaux, tandis que De Funès, après des années de rôles secondaires, devenait enfin la star de la comédie populaire. Sur un même plateau, ces 2 tempéraments ne pouvaient que s'entrechoquer. Gabin, habitué à la discipline militaire du tournage, il exigeait le silence, la précision, la rigueur, ne supportait pas le côté imprévisible de son partenaire. Pour lui, chaque geste devait être calculé, chaque dialogue récité sans débordement. De Funès, au contraire, vivait de l'instant, nourrissait ses scènes de jaillissements improvisés, parfois brillants, parfois chaotiques. Un épisode raconté par un technicien de plateau illustre bien cette fracture. Lors d'une scène, De Funès ajouta soudain une grimace imprévue, provoquant un fou rire général de l'équipe. Gabin, impassible, stoppa net, posa son texte et lança d'une voix glaciale. « Ici, on n'est pas au cirque ». Cette phrase, cinglante, résume tout. Là où De Funès voyait un éclat de génie comique, Gabin percevait une indiscipline insupportable. L'anecdote circula longtemps dans les couloirs du cinéma. On disait que Gabin refusait par la suite de partager l'affiche avec Louis. Il considérait que leur art ne pouvait pas coexister. L'un bâtissait des personnages solides comme du granit, l'autre explosait en feux d'artifice imprévisibles. L'opposition était frontale, presque philosophique. Pourtant, cette incompatibilité révélait aussi 2 visages complémentaires du cinéma français d'après-guerre. Gabin représentait la France des traditions, de l'ordre, de la discipline. De Funès incarnait l'exubérance, la contestation par le rire, l'insolence face aux codes établis. Leur confrontation, loin d'être une simple querelle d'ego, était le reflet d'un pays partagé entre le poids du passé et le désir de légèreté. Dans les interviews, Louis de Funès évitait toujours de nommer directement Jean Gabin, mais ses silences en disaient long. Il parlait de certains acteurs trop rigides,
qui l'empêchaient de s'exprimer. Quant à Gabin, il qualifiait de Funès, à mots couverts, de clown, non pas pour diminuer son talent, mais pour souligner son incapacité, selon lui, à s'inscrire dans la grande tradition du réalisme français. Cette rencontre manquée reste l'un des grands « et si » de l'histoire du cinéma hexagonal. Si Gabin et de Funès avaient trouvé un terrain d'entente, peut-être aurait-il offert au public un duo inoubliable, un choc de titans capable d'unir deux publics différents. Mais l'orgueil, le style et la personnalité de chacun les maintinrent éloignés, confirmant que, parfois, le génie ne supporte pas d'être mis en parallèle. Après ces premiers froissements, le fossé entre Louis de Funès et Jean Gabin se creusa définitivement. Dans les couloirs du cinéma, les producteurs comprirent vite qu'il valait mieux ne pas réunir ces deux géants. Chacun avait son univers, son public, son registre, et l'idée de les associer à l'écran relevait presque de l'utopie. On disait que lorsqu'un scénario envisageait leurs deux noms, l'un des deux finissait toujours par décliner. L'industrie, pragmatique, préférait éviter le risque d'un affrontement de style et d'ego. De Funès, dans son fort intérieur, savait qu'il ne pouvait jamais rivaliser avec l'aura tragique de Gabin. L'un incarnait les forces obscures, la France ouvrière et virile, la fatalité inscrite dans chaque ride de son visage. L'autre représentait l'éclat du comique, le contrepoint burlesque aux lourdeurs de l'époque. Pourtant, au lieu de les unir, cette complémentarité les opposait. Gabin ne concevait pas qu'un acteur puisse s'autoriser tant de liberté sur un plateau, là où de Funès estimait qu'un acteur devait s'abandonner à l'inspiration du moment, quitte à dérouter ses partenaires. Un témoignage de scénariste, rapporté dans un ouvrage consacré aux coulisses du cinéma français, évoque une réunion de travail où leurs noms furent prononcés ensemble. Gabin aurait lancé, d'une voix sèche, « Je ne joue pas avec un acrobate ». La phrase, si elle fut peu, être exagérée par la rumeur, resta dans les mémoires. Pour les uns, elle exprimait le mépris d'un acteur classique envers un comique jugé mineur. Pour les autres, elle montrait la peur de Gabin d'être éclipsé par une énergie incontrôlable. Car si Gabin dominait par le poids de sa présence, de Funès avait cette arme fatale, la capacité à voler chaque scène par un simple froncement de sourcils. Avec le temps, Louis de Funès, lui aussi, comprit qu'aucune collaboration n'était possible. Dans de rares confidences, il admit qu'il n'avait rien à faire avec ce genre d'acteur. Une phrase courte, mais révélatrice. Non pas une haine personnelle, mais une distance artistique irréconciliable. En vérité, leurs chemins divergents traduisent une fracture plus large, celle du cinéma français partagé entre gravité et légèreté, entre le poids du destin et l'évasion par le rire. Et c'est être là que réside l'héritage de cette opposition. Ne jamais avoir travaillé ensemble, ne jamais avoir trouvé un langage commun, a fini par nourrir une mythologie, celle d'un rendez-vous manqué qui fascine encore les cinéphiles. Comme deux planètes orbitant dans la même galaxie sans jamais se croiser, Gabin et de Funès ont tracé des trajectoires parallèles qui définissent, à elles seules, deux visages complémentaires de l'art français. La rupture définitive entre eux a permis, paradoxalement, de mieux apprécier leur singularité. En refusant l'alliance, ils ont chacun consolidé leur royaume. Gabin celui du drame, de la virilité sobre, de la France enracinée, de Funès celui de la farce, de l'excès libérateur, du rire universel. Et c'est précisément parce qu'ils ne s'entendaient pas que l'histoire les a retenus comme deux symboles opposés, deux pôles d'une même force créatrice. Aujourd'hui, quand on regarde leurs films respectifs, on comprend que leur mésentente n'était pas un simple caprice, mais une nécessité artistique. Leur génie, en réalité, résidait dans cette incompatibilité même. Deux monstres sacrés qui, en ne se mêlant pas, ont renforcé l'éclat de leur singularité. Numéro 2. Bourvil. Lorsque l'on évoque Louis de Funès, il est presque impossible de ne pas penser à Bourvil. Ensemble, ils ont incarné l'un des duos les plus emblématiques du cinéma français, immortalisé dans des films devenus cultes, comme La Traversée de Paris, 1956, ou surtout La Grande Vadrouille, 1966. Sur l'écran, leur alchimie semblait parfaite. Le premier, nerveux, colérique, explosif. Le second, doux, maladroit, tendre. Leur contraste faisait naître des situations comiques irrésistibles, un équilibre subtil entre l'énergie volcanique de Funès et la bonhomie lunaire de Bourvil. Mais derrière les rires partagés par des millions de spectateurs,
la réalité des coulisses était moins harmonieuse. Louis de Funès, perfectionniste jusqu'à l'obsession, ne supportait pas que l'attention se détourne de lui. Or, Bourvil, par sa simplicité et son naturel, captait parfois une émotion que le public n'oubliait pas. Dans La Grande Vadrouille, par exemple, certaines scènes montrent Bourvil attendrissant et maladroit, volant presque la vedette au maître de l'exubérance. Cela agaçait Louis, qui détestait se sentir éclipsé, même par un partenaire qu'il respectait profondément. Un assistant de tournage raconta un jour une anecdote restée célèbre. Lors d'une répétition, Bourvil improvisa un geste tendre et inattendu, provoquant un rire sincère de l'équipe technique. De Funès, voyant que le centre de gravité comique s'était déplacé, stoppa net et réclama une reprise stricte de la scène. Pour lui, chaque gag devait être calculé, millimétré et surtout contrôlé par lui-même. Cet épisode illustre bien la différence fondamentale. Bourvil incarnait la spontanéité chaleureuse, De Funès, le contrôle absolu. Leur relation était donc faite de respect, mais aussi de rivalité silencieuse. Bourvil, homme discret, ne se plaignait jamais publiquement, mais il souffrait parfois de l'exigence étouffante de son partenaire. De Funès, de son côté, admirait la bonté de Bourvil tout en redoutant son potentiel d'usurpateur de lumière. Car au cinéma, il savait que le rire pouvait naître d'un simple silence, d'un regard naïf, et dans ce domaine, Bourvil possédait une arme redoutable. Pourtant, ce contraste alimenta la magie de leur duo. Le public ressentait cette tension, sans pouvoir la nommer, et c'est peu, être ce qui donna à leur film une intensité particulière. L'un incarnait la France nerveuse, pressée, autoritaire. L'autre représentait une France tendre, maladroite, touchante. Ensemble, ils formaient une parabole vivante d'un pays partagé entre dureté et douceur, entre discipline et humanité. Cette ambivalence explique pourquoi leur collaboration reste gravée dans l'histoire, parce qu'elle était autant une union qu'un duel, autant une complicité qu'une confrontation. Avec le temps, la relation entre Bourvil et Louis de Funès prit des allures de paradoxe permanent. Une fraternité d'écran, célébrée par des millions de spectateurs, et en coulisses, une tension feutrée que peu osaient évoquer. Car si leurs différences nourrissaient la magie de leurs personnages, elles installaient aussi une rivalité sourde. Louis de Funès, qui avait passé une grande partie de sa carrière dans l'ombre avant de connaître la gloire tardive, supportait difficilement que l'attention se partage. Bourvil, lui, était déjà une vedette aimée du public bien avant que de Funès ne s'impose. Cette antériorité renforçait l'impression, chez Louis, d'un duel inégal. Il devait toujours prouver, toujours dépasser, toujours arracher le rire avec plus de force. Bourvil, sans rien chercher, l'obtenait par son naturel. Les journalistes de l'époque contribuaient à accentuer cette rivalité. Les critiques comparaient sans cesse leur style, la mécanique infernale de Funès contre la tendresse poétique de Bourvil. Ces étiquettes, répétées à l'infini, finissaient par créer une fracture invisible. On disait même que Louis de Funès craignait que Bourvil n'éclipse son génie par une simple larme ou un sourire maladroit. Car si l'on rit de Funès, on s'attendrissait de Bourvil. Et cette émotion-là avait une force redoutable. Puis vint le drame de 1970, la maladie de Bourvil, qui l'affaiblit rapidement. Alors que la France découvrait l'homme derrière le comédien, fragile et digne, de Funès, lui, demeurait prisonnier de son exigence. Les rumeurs racontent qu'il évita soigneusement d'évoquer publiquement son partenaire disparu, comme si la douleur et l'ombre de cette rivalité l'empêchaient de s'exprimer. Certains y virent de la froideur, d'autres comprirent qu'il s'agissait d'une pudeur douloureuse. Pour Louis de Funès, la mort de Bourvil signifia la fin d'un chapitre unique de sa carrière. Jamais plus il ne retrouverait un partenaire capable de canaliser, de tempérer et de magnifier son énergie. Derrière leurs différends, il y avait en réalité une complémentarité irremplaçable. Leur duo, construit sur l'opposition, avait atteint une vérité universelle, celle du rire né du contraste. Et c'est sans doute là le plus grand paradoxe. Bourvil fut à la fois l'allié indispensable et le rival silencieux, celui que de Funès admirait et redoutait, celui qu'il jalousait peu être, mais qu'il n'a jamais pu remplacer. Lorsque l'on revoit aujourd'hui leurs scènes partagées, on sent cette alchimie étrange. Derrière chaque éclat de rire, un duel invisible. Derrière chaque complicité, une tension non dite. L'héritage est clair. Sans Bourvil, Louis de Funès n'aurait peu.
être jamais atteint une telle intensité comique. Et sans De Funès, Bourvil n'aurait pas trouvé ce miroir nerveux qui sublimait sa douceur. Leur rivalité fut une bénédiction pour le cinéma français, un paradoxe qui, au-delà des rancunes, donna naissance à l'un des duos les plus inoubliables de l'histoire. Numéro 3. Coluche. Dans les années 1970, une nouvelle voix surgit dans le paysage humoristique français, celle de Coluche. Avec son franc-parler, son costume rayé trop grand pour lui, son ton provocateur et ses blagues politiquement incorrectes, il bousculait toutes les convenances. Là où Louis de Funès s'inscrivait dans une tradition comique construite sur la mécanique des gags et l'exagération des caractères, Coluche incarnait l'impertinence brute, l'ironie sociale, l'attaque frontale contre les institutions. Deux façons de faire rire, mais aussi deux époques qui se heurtaient. Louis de Funès voyait en Coluche un trublion ingérable, symbole d'une génération qui n'avait plus de respect pour les codes du théâtre et du cinéma classique. Le comique à l'ancienne, réglé comme une partition, se retrouvait face à un comique punk, improvisé, parfois vulgaire selon ses yeux. Dans une interview de la fin des années 70, on rapporta que De Funès avait déclaré « Ce garçon confond la provocation avec l'art ». Même si la phrase n'a jamais été officiellement confirmée, elle illustre bien l'agacement du maître du gag millimétré face au chaos jubilatoire de son cadet. Les deux hommes ne jouèrent jamais vraiment ensemble au cinéma, mais leurs mondes se croisèrent sur les plateaux de télévision ou lors de soirées d'artistes. Et là, la fracture était évidente. Coluche n'hésitait pas à se moquer ouvertement des vieilles gloires du cinéma français, tandis que De Funès, attaché à une certaine dignité du métier, vivait ses pics comme des affronts personnels. On raconte qu'à une réception, Coluche aurait lancé en riant « De Funès ? C'est le flic de Saint-Tropez, qui n'a jamais pris une amende, une boutade légère, mais qui piqua au vif l'ego d'un acteur déjà hypersensible à l'image qu'on lui renvoyait. » Derrière ce conflit, il y avait plus qu'une simple différence de style. C'était le choc de deux visions du rôle de l'artiste. Pour Louis de Funès, faire rire relevait d'une mission sacrée, qui exigeait travail, discipline et respect du public. Pour Coluche, faire rire signifiait briser les carcans, dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, même si cela froissait les institutions ou les confrères. Le rire comme libération d'un côté, le rire comme catharsis réglé de l'autre. La presse, friande de ce duel symbolique, aimait les comparer. L'ancien contre le moderne, le clown contre le provocateur. Mais au fond, l'antagonisme allait plus loin. Coluche représentait l'avenir, celui d'un humour engagé, irrévérencieux, qui séduisait une jeunesse en rupture avec l'autorité. Louis de Funès, lui, représentait le passé glorieux, celui d'un cinéma familial, populaire, mais parfois jugé trop sage par les nouvelles générations. Ainsi, leur confrontation n'était pas seulement celle de deux personnalités, mais celle de deux époques. Louis de Funès, déjà au sommet mais inquiet de son héritage, voyait dans Coluche la menace d'une relève qu'il ne comprenait pas. Coluche, de son côté, se nourrissait de cette opposition pour mieux affirmer sa différence. Entre Louis de Funès et Coluche, il n'y eut jamais d'affrontement direct à l'écran, mais le fossé idéologique qui les séparait suffit à nourrir une légende. Le premier croyait au rire comme à une science exacte. Chaque gag devait être réglé comme une horloge suisse, chaque mimique pesée, chaque silence calculé. Le second, lui, faisait du rire une arme politique, une improvisation libératrice, un coup de poing dans la bienséance. Deux visions incompatibles, comme deux langages que rien ne pouvait traduire. Coluche incarnait l'insolence d'une génération qui voulait tout renverser. Dans ses spectacles, il se moquait des hommes politiques, des institutions, des notables. Il riait de tout et de tous, sans filtre. Louis de Funès, en revanche, construisait ses personnages autour de figures d'autorité ridiculisées, le chef de gendarmerie, le bourgeois colérique, le directeur d'hôtel tyrannique. Mais là où Coluche dénonçait frontalement, De Funès tournait en dérision par l'exagération. L'un attaquait la réalité sociale, l'autre transformait cette réalité en caricature intemporelle. Cette opposition se ressentit jusque dans la perception du public. Les jeunes des années 70 et 80 voyaient en Coluche un porte-voix de leur révolte, tandis que De Funès restait l'idole des familles, garant d'un humour sécurisant. Certains critiques allèrent jusqu'à dire que Coluche représentait le futur et que De Funès, malgré son génie, appartenait déjà au passé. Cette affirmation, sans doute injuste,
blessa profondément l'ego du roi du box-office, lui qui avait tant lutté pour conquérir sa place. Dans le cercle professionnel, les tensions étaient palpables. On rapporte qu'un producteur, rêvant d'une rencontre entre les deux pour un film, dut abandonner l'idée devant l'intransigeance de De Funès. « Pas question, je n'ai rien à voir avec ce genre d'humour », aurait-il tranché. De son côté, Coluche, interrogé à la télévision, lâcha un jour. De Funès, un génie? Oui, mais un génie pour les gosses. Une phrase à double tranchant qui sonnait à la fois comme un hommage et comme une mise à distance. Finalement, cette fracture entre eux dépasse les individus. Elle incarne la transition du rire français entre deux époques. De Funès, dernier grand représentant d'un comique de tradition théâtrale, héritier du vaudeville et de la comédie de mœurs. Coluche, pionnier d'un humour de rupture, tourné vers la société contemporaine et la contestation. Deux mondes qui ne pouvaient se rencontrer sans s'annuler. Et pourtant, avec le recul, on comprend qu'ils avaient besoin l'un de l'autre pour exister pleinement. Car si Coluche a marqué par son audace, c'est aussi en s'opposant à l'image rassurante de Funès. Et si De Funès continue de faire rire des générations entières, c'est parce que son art, intemporel, résiste aux modes et contraste avec la provocation éphémère. Leur antagonisme, loin de les affaiblir, a finalement sculpté deux icônes complémentaires, l'ordre et le chaos, la tradition et la subversion. Numéro 4. Claude Zidi. Dans l'histoire du cinéma français, Louis de Funès n'était pas seulement un acteur, il était une force de la nature, un cyclone qui imposait ses choix sur un plateau. Ce tempérament, admiré par certains, redouté par d'autres, entra souvent en collision avec la nouvelle génération de réalisateurs dont Claude Zidi était l'un des plus emblématiques. Ancien cadreur devenu metteur en scène, Zidi symbolisait un cinéma moderne, rythmé, plus industriel, soucieux d'efficacité et de rentabilité. Un univers où le temps était compté, où chaque minute de tournage avait un prix. Or, Louis de Funès, lui, ne connaissait qu'une seule règle, la sienne. Sur un tournage, De Funès pouvait exiger 20, 30, parfois 40 prises pour une seule scène. Un froncement de sourcils trop lent, un regard mal placé, un rythme de dialogue qui ne lui convenait pas, tout était prétexte à recommencer. Pour lui, le rire naissait d'un équilibre fragile entre mouvement, timing et réaction. Le moindre détail avait son importance. Claude Zidi, lui, voulait capter l'énergie immédiate, éviter les répétitions interminables qui épuisaient l'équipe et faisaient grimper le budget. Entre ces deux visions, l'affrontement était inévitable. Un membre de l'équipe de tournage rapporta qu'un jour, sur un plateau, Louis interrompit une scène en plein milieu pour exiger que les projecteurs soient repositionnés. Il jugeait que la lumière ne mettait pas assez en valeur l'intensité du gag. Claude Zidi, excédé, lui aurait rétorqué « Louis, le public ne voit pas ça, il veut rire, pas mesurer la lumière ». Cette phrase résume parfaitement l'opposition. Un réalisateur pragmatique face à un acteur perfectionniste au bord de l'obsession. De Funès se considérait non seulement comme interprète, mais aussi comme commetteur en scène. Il surveillait le cadrage, suggérait des placements de caméra, corrigeait même parfois les partenaires de jeu. Pour un jeune réalisateur comme Zidi, cette intrusion permanente était une source d'irritation. Dans les réunions de production, il confiait que tourner avec Louis revenait à avoir deux réalisateurs sur le plateau, dont l'un ne lâchait jamais prise. Et pourtant, malgré ces tensions, les films auxquels ils collaborèrent rencontrèrent un immense succès populaire. Car c'est bien là le paradoxe de Louis de Funès. Ses exigences insupportables donnaient naissance à des moments de comédie inoubliables. Mais pour les cinéastes comme Claude Zidi, ce succès avait un prix, des journées interminables, des disputes, et la sensation de ne jamais être le véritable maître de son film. Cette lutte de pouvoir illustre un problème plus large du cinéma français des années 70, la difficulté à concilier le génie individuel d'une star avec l'autorité d'un réalisateur. De Funès, habitué à régner en maître, ne pouvait se contenter d'être un simple pion dans une mécanique industrielle. Claude Zidi, de son côté, incarnait une génération qui voulait justement professionnaliser, accélérer, rationaliser. Deux visions du cinéma, deux mondes inconciliables. Le cinéma, par essence, est un art collectif. Mais avec Louis de Funès, cette règle semblait parfois s'inverser. Sur ses tournages, tout tournait autour de lui.
Il n'était pas seulement l'acteur principal, il devenait le centre de gravité, l'astre autour duquel les caméras, les techniciens, les partenaires de jeu devaient orbiter. Claude Zidi, jeune réalisateur ambitieux, se retrouva ainsi face à un paradoxe. Comment diriger une star qui refusait d'être dirigée? Dans plusieurs témoignages d'époque, les techniciens rapportent que les scènes les plus simples pouvaient se transformer en bataille d'ego. Zidi voulait garder un rythme soutenu, enchaîner les plans, maintenir une énergie moderne dans son cinéma. De Funès, lui, stoppait sans cesse le travail pour rectifier un détail, le placement d'une chaise, l'accent d'une réplique, la vitesse d'un partenaire. Il voyait tout, il voulait tout contrôler. Pour Zidi, cela revenait à tourner avec une loupe posée sur son épaule. Un jour, lors d'une conférence de presse, on demanda à Claude Zidi ce que cela faisait de diriger Louis de Funès. Après un silence, il répondit avec un sourire forcé. Disons que c'est collaborer avec un réalisateur qui s'ignore. Derrière, l'humour se cachait une vérité. Louis n'acceptait pas la hiérarchie traditionnelle du plateau. À ses yeux, le metteur en scène n'était qu'un coordinateur. Lui, en revanche, portait le film sur ses épaules et devait donc en contrôler chaque fibre. Cette attitude créait un malaise profond. Pour les acteurs secondaires, il devenait difficile d'exister. De Funès reprenait leurs répliques, dictait leurs gestes, parfois même les coupait dans leur jeu pour reprendre la main. Claude Zidi, pourtant, avait l'habitude de travailler avec des comédiens populaires comme Coluche ou Pierre Richard, qui acceptaient son autorité. Avec De Funès, la dynamique s'inversait totalement. Le réalisateur était relégué à un rôle d'arbitre, incapable d'imposer sa vision contre celle de la star. Le résultat, paradoxalement, n'était pas un échec. Bien au contraire, les films triomphaient au box-office. Mais Zidi en sortait épuisé, frustré, conscient que ce succès n'était pas vraiment le sien. Dans les cercles du cinéma, on murmurait qu'il refusait de retravailler avec Louis, malgré la promesse d'un succès assuré. Il préférait conserver son autorité artistique plutôt que de se plier une nouvelle fois à l'ombre envahissante d'une star. Ce conflit symbolise un moment charnière du cinéma français. Les années 70 voyaient émerger un cinéma plus collectif, plus rapide, plus rationnel, où le réalisateur tenait les rênes. Mais Louis de Funès, dernier représentant d'une conception théâtrale de l'acteur roi, refusait de céder. Il incarnait cette idée que le génie individuel justifiait toutes les exigences, même au prix du confort des autres. En fin de compte, l'opposition entre Claude Zidi et Louis de Funès ne fut pas qu'un désaccord personnel, elle fut l'image d'une transition. D'un côté, le cinéma moderne, fluide, dominé par le réalisateur. De l'autre, le cinéma de star, centré sur un comédien capable de faire plier toute une production. Leur relation tumultueuse, faite de respect mêlé de rancune, illustre à merveille la difficulté d'unir deux visions du 7e art. Numéro 5. Fernandel. Avant que Louis de Funès ne devienne le roi incontesté du rire français, un autre visage illuminait déjà les écrans, celui de Fernandel. Avec sa silhouette élancée, son sourire immense, son accent chantant de Marseille, il avait conquis le public dès les années 30. Pour toute une génération, Fernandel était le symbole même de la comédie populaire, un acteur aimé, respecté, installé comme une véritable institution. Quand De Funès commença à gravir les échelons dans les années 50 et 60, il se retrouva inévitablement comparé à ce géant. Ces comparaisons irritaient profondément Louis de Funès. Lui qui avait trimé des décennies dans des seconds rôles, dans l'ombre, supportait mal qu'on le réduise à l'héritier de Fernandel. Pour lui, il n'était pas un successeur, mais un créateur d'un style unique, un comique nerveux, basé sur la gestuelle, la fulgurance, le rythme infernal. Fernandel, au contraire, incarnait une lenteur assumée, une bonhomie rassurante, une France provinciale et chaleureuse. Deux styles diamétralement opposés, que la presse et le public persistaient pourtant à mettre en balance. Il n'y eut jamais de collaboration entre eux, et ce silence devint en soi une légende. Pourquoi deux des plus grands comiques français du XXe siècle n'avaient-ils jamais partagé l'affiche? Les rumeurs allaient bon train. On disait que Louis refusait catégoriquement, de peur de rester dans l'ombre du vétéran. D'autres affirmaient que Fernandel, conscient de l'énergie dévastatrice de Funès, craignait lui-même d'être éclipsé. Dans tous les cas, l'absence d'association nourrit l'imaginaire des spectateurs. Un épisode raconté dans les coulisses d'un festival illustre cette rivalité silencieuse.
Un journaliste demanda à Louis s'il aimerait un jour tourner avec Fernandel. Le comédien, après un court silence, répondit sèchement « Chacun son domaine ». Une phrase qui trahissait autant une reconnaissance implicite qu'une volonté ferme de marquer la distance. De Funès refusait d'être perçu comme un second Fernandel. Il voulait imposer son nom, son visage, son style, sans partage. Pour les producteurs, l'idée de réunir ces deux monstres sacrés fut souvent évoquée, car le succès semblait garanti. Mais chaque tentative échoua. L'un ou l'autre refusait, trouvant mille excuses, mais la vérité restait claire. Ils ne voulaient pas se confronter, car l'affiche aurait mis en lumière une rivalité qu'ils préféraient garder dans l'ombre. Cette absence de rencontre, loin de nuire à leur gloire, renforça la légende. Elle fit d'eux deux pôles distincts de l'humour français, Fernandel, la tradition méridionale, la tendresse et la lenteur, de Funès, la modernité nerveuse, l'explosion et la vitesse. Deux faces d'une même pièce, mais qui ne devaient jamais s'unir dans le même film. Fernandel était déjà une légende vivante lorsque Louis de Funès commença à émerger de l'anonymat. Son visage, son sourire et son accent faisaient partie du patrimoine culturel français, au point que son nom seul suffisait à remplir les salles. Pour Louis, qui avait mis si longtemps à s'imposer, cette présence tutélaire était à la fois une source d'admiration et un fardeau. Car comment se faire un nom lorsque l'espace du comique semblait déjà occupé par un colosse populaire? Les comparaisons incessantes avec Fernandel nourrirent chez Louis une forme de crispation. La presse l'annonçait comme « le nouveau Fernandel », comme si son talent n'existait qu'en relation avec celui de son prédécesseur. De Funès, perfectionniste et hypersensible à sa reconnaissance, vivait cela comme une blessure. Dans ses rares confidences, il laissait entendre qu'il détestait être comparé « je ne ressemble à personne. Je fais du De Funès, pas du Fernandel ». Cette phrase, prononcée sur un ton sec, révèle une quête identitaire, être reconnu pour soi-même, sans ombre écrasante. La vérité est que Fernandel incarnait une époque révolue, celle d'un cinéma populaire d'avant-guerre et des années 50, ancré dans des traditions régionales, avec un rythme posé et une bonhomie constante. Louis de Funès, lui, arrivait avec une autre énergie, plus nerveuse, plus moderne, adaptée à la frénésie d'une société en mutation. Mais aux yeux du public, il restait deux rois du rire, deux références qu'on plaçait côte à côte, une comparaison que Louis jugeait injuste, car leurs univers n'avaient en réalité rien de commun. Ce ressentiment, loin d'être une haine personnelle, relevait d'une lutte pour l'émancipation. Fernandel, en quelque sorte, incarnait le plafond de verre que De Funès devait briser pour s'imposer. Tant que l'ombre du Marseillais planait, Louis ne pouvait pas être considéré comme unique. Et c'est peu être pour cela qu'il refusa toujours obstinément de partager l'écran avec lui. Ce refus était une manière de préserver sa singularité, de protéger son territoire artistique. Après la disparition de Fernandel en 1971, Louis de Funès atteignit enfin le sommet, sans plus aucun rival direct. Le chemin était libre, et ses plus grands succès, les aventures de Rabbi Jacob, la folie des grandeurs, l'aile ou la cuisse, survinrent dans cette décennie, comme si la disparition de l'ombre avait libéré sa pleine lumière. Mais dans cette ascension triomphale se cachait aussi une vérité, le duel silencieux entre Fernandel et De Funès avait été l'un des moteurs de son exigence. En cherchant à se distinguer, il avait aiguisé son style, affûté son comique, jusqu'à devenir inimitable. Avec le recul, on comprend que l'absence de collaboration entre les deux ne fut pas une perte, mais un choix stratégique. Elle permit à chacun de conserver son royaume intact. Fernandel reste l'icône d'une France tendre, populaire, enracinée dans la tradition. De Funès demeure l'incarnation d'un rire moderne, universel, exportable. Deux géants qui, en ne se croisant jamais, ont mieux préservé leur légende. Pour Louis de Funès, Fernandel fut donc plus qu'un rival. Il fut le miroir contre lequel il forgea son identité. Et si dans ses confidences tardives il avouait ne pas pouvoir le voir en peinture, ce n'était pas tant une rancune personnelle qu'un cri d'indépendance, celui d'un artiste qui voulait exister pour lui-même, affranchi de toute comparaison. Au crépuscule de sa vie, Louis de Funès demeurait ce paradoxe fascinant, un homme qui avait fait rire des millions de spectateurs, mais qui, dans l'intimité des coulisses, portait en lui des blessures, des rancunes et des incompatibilités jamais vraiment apaisées. Ses 5 adversaires en disent plus long sur son caractère que n'importe quelle interview. Jean Gabin,
le roc inébranlable qu'il ne pouvait supporter dans son austérité, Bourvil, l'ami rival dont la douceur lui faisait parfois de l'ombre, Coluche, incarnation d'une génération qu'il ne comprenait pas, Claude Zidi, le réalisateur impatient face à son perfectionnisme étouffant, et enfin Fernandel, le fantôme tutélaire contre lequel il forgea sa propre légende. Ces tensions, ces oppositions, ne doivent pas être lues comme des simples querelles d'ego. Elles révèlent au contraire la complexité d'un artiste pour qui chaque détail, chaque réplique, chaque geste comptait. Louis de Funès n'était pas seulement un comédien, il était un artisan du rire, un architecte de la comédie, qui voyait dans la moindre improvisation une trahison et dans la moindre comparaison une injustice. Aujourd'hui, son héritage reste intact. Ses films continuent de traverser les générations, faisant éclater de rire enfants, parents et grands-parents. Derrière le masque du colérique se cache une vérité simple. Si Louis de Funès ne pouvait pas voir certains en peinture, c'est parce qu'il voulait protéger à tout prix son art, son identité, son univers. Et c'est peu, être cette intransigeance, mêlée de fragilité, qui fit de lui non pas un simple acteur,